Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à l'émission Regard Croisé. Regard Croisé, aujourd'hui, nous avons comme invité M. Abdallah Yattara. M. Abdallah Yattara est consultant formateur. M. Yattara, bonjour. Bonjour, merci Antoine pour l'invitation et salut à mes co-débatteurs. En plus de M. Yattara, il y a M. Badi Aydra, il est expert statisticien. M. Aydra, bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Ça va bien? Très bien. Ça faisait quelques jours. Effectivement. D'accord. Merci et bienvenue. Et nous avons Mme Samake Fatoumata Traoré, elle est juriste, elle est parmi nous ce soir. Madame, bonsoir. Bonsoir. Ça va bien? Oui. La famille? Oui, ça va. Dieu merci. À tout le monde. Et M. Abdraman Sissé, il est le directeur général des collectivités territoriales. M. Sissé, bonsoir. Bonsoir et merci de nous recevoir. Merci beaucoup. Donc, chers téléspectateurs, Regard Croisé aujourd'hui, nous avons comme thème la présentation du plan d'action du gouvernement 2025-2026 qui a été présenté donc au Conseil national de transition par le Premier ministre, le général de division Ablaye Maïga. Et ce plan d'action est bâti autour de 8 axes. 8 axes de la lettre de cadrage du président Assimi Goïta adressée au gouvernement le 27 novembre 2024. Donc les 8 axes, nous allons essayer de voir ensemble ce qu'on peut dire là-dessus. Donc je vais vers M. Abdraman Sissé. M. Abdraman Sissé, nous avons vu les 8 axes qui ont été vraiment bien expliqués, très détaillés. Et je crois qu'il y a à peu près 12 pages de ce discours-là. Donc il y en a d'abord le renforcement de la défense de la sécurité, les réformes politiques institutionnelles. Il y a la satisfaction des besoins fondamentaux de la population, l'amélioration de la carte sanitaire. Il y a aussi l'amélioration du système éducatif, l'apaisement du climat social, très important, et le renforcement de notre diplomatie, la création de conditions pour des élections transparentes et apaisées. Donc on ne va pas rentrer dans le détail tout de suite, mais votre vue globale vraiment sur ce plan d'action du gouvernement qui a été présenté au CNT hier. Merci M. Damblé, je voudrais vraiment vous remercier pour nous avoir donné l'occasion d'être avec vous ici et avec nos co-débatteurs pour partager, parce que c'est un exercice qui a une dimension de sensibilisation, aussi de communication, et un devoir aussi de l'État de créer les conditions pour mettre à disposition les informations dont l'État dispose auprès de la population. Alors, sur le principe, je disais que c'est d'abord un exercice républicain. Le Premier ministre, chef du gouvernement, sur la base de la lettre de cadrage du président de la transition, chef de l'État, qui se présente devant le Conseil national de transition pour partager la vision, les grandes lignes de l'action gouvernementale autour des 2 années à venir. C'est vrai que c'est un exercice habituel, mais qui est particulier en sens que vous voyez le temps entre la nomination du Premier ministre et cet exercice, ça a pris un temps relativement court. Cela veut dire que le gouvernement est à l'action. Et quand vous voyez dans les grandes lignes, c'est axé sur les préoccupations, les attentes des populations, qui est le fil conducteur de l'action publique et qui est aussi précisé, comme vous l'avez si bien dit déjà, par les orientations stratégiques fixées par le chef de l'État, qui a fixé les 8 axes. Et dans l'ordre prioritaire, si vous avez remarqué, vous avez la défense et la sécurité qui vient en premier. Nous sommes d'accord que dans le contexte où nous sommes aujourd'hui, c'est une préoccupation majeure. Sans la sécurité, rien ne va. Bien sûr, c'est quand même la base de tout. C'est le centre névralgique de toute notre action et auquel s'articulent les autres actions. Donc globalement, c'est un plan d'action réaliste, c'est un plan d'action pratique, parce qu'il s'agit de problèmes majeurs pour lesquels on veut apporter des réponses. L'éducation, dans le domaine de la santé, le dialogue social. Le Premier ministre l'a dit, il faut créer un cadre pour que les Maliens se parlent. Il a conclu sa présentation en confirmant avec la conviction que si on ne s'entend pas, ça va être difficile pour nous de réussir ce que nous recherchons. Donc c'est vraiment une conviction profonde qu'il a développée, une approche inclusive de la gouvernance
en précisant que chacun a sa place. D'accord. Merci, M. Sissé. M. Abdallah Yattara, les 8 axes-là ont été vraiment très bien détaillés, très bien expliqués. Donc, votre analyse globale là-dessus. Merci bien, M. Antoine. Je crois que le Premier ministre, je crois qu'il a été nommé le 21 novembre 2024 et le 27 novembre, je crois qu'il a reçu la lettre de cadrage du président de la transition en 8 axes stratégiques que lui-même, avec son cabinet, ont décliné en plan d'action pour un coût total de 1671 milliards 256 millions de francs CFA. Et donc effectivement financé par le budget d'État. Donc et en 24 objectifs, 72 actions et 311 activités. Comprenez. Mais l'analyse que je fais, c'est que je crois qu'on est déjà dans le plan, on était déjà dans le plan d'action avant même la déclaration de politique générale, disons, de plan d'action au niveau du CNT. On était déjà là-dedans. Et c'est là pour 3 causes. Quand on prend le chapitre de défense et sécurité, l'axe de défense et sécurité, il a parlé des camps de Kita, de San, de Bougouni, de Djema. Le camp de Bougouni a déjà été inauguré. Le camp de Kita en mars 2024 déjà été à 95% d'exécution. Le camp de Kouchala a été déjà inauguré. Et le camp de Djema en mars 2024, en 2023 a été lancé. Ça veut dire qu'on était déjà dans le plan d'action avant même la présentation devant le CNT. Deuxième raison, c'est que le 14 janvier 2025, le Premier ministre avec son cabinet ont reçu le secteur privé et pour décliner déjà l'axe numéro 3 en plan d'action. Et en 15 activités que les opérateurs économiques ont demandé pour décliner déjà l'axe 3. Et effectivement, le Premier ministre a accepté. La satisfaction des besoins fondamentaux. La satisfaction des besoins fondamentaux. Effectivement, on a retenu 15 activités que le Premier ministre a accordées au secteur privé. Entre autres, je vais citer l'actualisation de la structure des prix de l'huile alimentaire, du riz, la diminution des coûts de transport, l'allègement des conditions bancaires, etc. Voyez-vous que on était déjà dans le plan d'action avant même la présentation de la lettre devant le CNT. Et troisième raison, là je me pose quelques questions. Sur le plan énergétique, je vais parler de 4 centrales photovoltaïques. Est-ce qu'en réalité, il n'a pas cité les centrales, mais est-ce que c'est pas en réalité Safo, Sanankoroba et nous aurons l'occasion de rentrer dans ces détails. Et Fana, vous comprenez? Si c'est ça, effectivement, nous sommes déjà dans le plan d'action. Vous comprenez? Voilà, donc c'est pour vous dire que c'est bienvenu. Effectivement, on attendait ça, mais je crois qu'il avait déjà anticipé. Il avait déjà anticipé le plan d'action. On était déjà dans le plan d'action en certaines de ces parties avant même la présentation devant le CNT. D'accord. Et M. Aydra, donc Yattara dit en partie, on était déjà dans le plan. Quand vous avez lu le discours hier, vraiment, quelle analyse pouvez-vous faire sur ce plan d'action du gouvernement? Effectivement, comme Yattara l'a rappelé, le Premier ministre a été nommé depuis novembre. Effectivement, quand on voit un peu la structuration, la définition des objectifs, on peut comprendre qu'ils ont eu quand même à prendre assez de temps. C'est un exercice de transparence démocratique. Je pense que chaque année, les citoyens sont en droit de savoir dans tous les recoins du pays qu'est-ce que l'État globalement a prévu pour que les gens puissent savoir les différentes attentes, ce sur quoi ils peuvent espérer sur l'année en cours. Et effectivement, il s'inscrit quand même dans la suite logique des différents cadrages que le président de la République a fait autour des axes en question. De toutes les façons, les grandes priorités du Mali sont connues. Comme vous dites, de ne pas rentrer encore dans les détails, les grandes priorités sont connues. C'est au niveau de la sécurité, le renforcement du recrutement. Mais au-delà du renforcement du recrutement qui se fait chaque année, il y a quand même quelques nouveautés qu'on peut retenir. Notamment la mise en place d'un effectif spécifique dédié à la sécurisation des axes routiers. Nous savons que c'est un des problèmes majeurs aujourd'hui. Après avoir réussi à sécuriser les grandes villes, les grandes agglomérations, il faut quand même renforcer la sécurité sur les axes avec le grand banditisme, le terrorisme, qui ralentit le déplacement des populations. Je pense que ça, c'est un changement de doctrine que j'ai pu percevoir au-delà des mesures globales.
Il y a l'aspect énergétique, forcément les Maliens attendent beaucoup de réponses par rapport à cela, surtout quand on sait que les projets de centrales photovoltaïques qui sont beaucoup de résilience. Effectivement, il y a eu beaucoup de résilience. Nous espérons donc, sur ce sujet-là aussi, il y a pas mal de choses qui ont été dites. Peut-être qu'on pourra revenir là-dessus, mais grosso modo, les 8 axes quand même essayent de prendre en compte les différentes préoccupations, mais pas que. Il y a aussi quand même quelques projections qui dépassent le cadre du PAC, mais qui vont démarrer cette année, comme une nouvelle étude sur une ligne ferroviaire, axe Bamako-Bougouni, frontière Burkina. Nous espérons que ces initiatives-là, ces études-là vont être accélérées. Pourquoi pas sur d'autres axes? Faire des études ne veut pas dire qu'on a l'argent de le faire tout de suite, mais ça permet de planifier. Et je pense que si je dois rajouter un dernier élément, c'est que il faudrait qu'il y ait encore plus d'études de ce genre, plus de projections, et que le PAC soit équilibré entre régler les urgences, les contraintes, mais aussi avoir la capacité de lever la tête pour anticiper des sujets de long terme. Voilà. Et Madame Samake, vous avez vu, ce plan d'action a été très très détaillé par le Premier ministre. Donc votre regard là-dessus? Merci beaucoup. Moi, je dirais que c'est un plan d'action, en tout cas, qui s'est conformé à un principe de transparence et de redevabilité du gouvernement vis-à-vis des citoyens. Et je dirais également que ça répond un peu aussi aux 3 principes qui ont guidé l'action publique et qui sont consignés dans la nouvelle constitution du 22 juillet 2023, à savoir le respect de la souveraineté, le respect des choix stratégiques du gouvernement et ensuite l'intérêt supérieur du peuple malien. Donc je trouve que ces 3 principes guident en tout cas tous les points qui ont été évoqués dans ce plan d'action du gouvernement. Et ça reflète également autre chose, c'est que finalement on se rend compte que c'est un exercice auquel le chef du gouvernement a bien voulu se conformer, justement pour que, en tout cas, nous ayons une vision commune de ce qui devrait se passer sur une année, et en même temps permettre aux citoyens peut-être d'évaluer aussi les résultats qui seront engagés. Moi, je dirais également que c'est aussi un exercice qui a été fondé sur les principes de la gestion axée sur les résultats, la GA, donc qui consiste justement à faire en sorte que les actions que nous posons soient vraiment évaluées en fonction des résultats que nous obtenons et non pas seulement uniquement avec ça on peut avancer. Donc je trouve que c'est vraiment un plan d'action qui est très ambitieux, mais ça répond également aux besoins urgents auxquels le peuple malien est confronté, et ça montre à quel degré le gouvernement compte vraiment mettre rapidement en œuvre certaines activités, certaines actions phares qui permettront justement de sortir très rapidement de la crise que nous connaissons aujourd'hui. Ok, merci madame. Je vais vers M. Abdraman Sissi. Donc on ne va pas prendre un à un tous les axes, mais en réalité le premier axe qui est là, par exemple la sécurité, vous savez, sans elle rien ne va dans le pays. Donc en essayant de voir ça, à mon humble avis, les autres axes là sont liés à la sécurité, parce que tout tourne autour de cette sécurité là. Donc les moyens, il y a eu beaucoup de moyens, des moyens considérables ont été mis par l'État. Donc il a dit, on était déjà dans le plan, et il y a beaucoup à faire aussi. Et les Maliens attendent beaucoup aussi du gouvernement sur le plan sécuritaire. Donc le premier axe est là. Donc, si vous avez vu ce que le Premier ministre a dit, pensez-vous qu'en réalité, en appliquant ce premier acte-là, le Mali sera sécurisé? Vous savez, le Mali est déjà sécurisé. Nous exerçons notre autorité sur l'ensemble du territoire. Il n'y a pas aujourd'hui un mètre carré de territoire qui échappe au contrôle de l'État. Ce qui se passe, ce sont des actions subversives, des actions de terrorisme auxquelles notre pays est confronté. Et ce n'est pas seulement la charge de l'État. Chacun de nous est engagé. Chacun de nous a un rôle à apporter dans la défense de notre territoire. L'armée se déploie.
l'armée crée les conditions pour mobiliser les ressources humaines, les ressources matérielles, les ressources techniques pour pouvoir faire face aux dangers. Mais nous avons une question de moyens, de résultats, mais nous ne pouvons pas dire que dans 2 ans, dans 3 ans, nous allons finir avec les actions subversives, les actions de terrorisme, qui sont des actions ponctuelles. Très compliquées. Très compliquées, mais qui ne remettent pas en cause nullement l'exercice de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire. Je veux seulement dire que ce sont des actions qui sont liées. Vous savez, tous les ministères contribuent à la défense. Je prends un exemple pour illustrer. Nous venons de sortir, il y a juste quelques mois, en 2023, le président de la transition a promulgué des textes importants qui découlent de la reconstruction administrative et territoriale, qui ont permis d'assurer un maillage du territoire aujourd'hui, en termes de présence de l'État. Les représentants de l'État, les préfets, les gouverneurs de régions, les communes et les collectivités territoriales régions aussi. Ce maillage du territoire participe aussi de la stratégie nationale aussi de la défense. Parce que quand vous assurez un bon maillage du territoire, vous assurez une meilleure présence de l'État, présence des services publics, présence des services de défense et des autres services. Et cela aussi a un effet qui contribue à renforcer davantage les efforts qui sont fournis par l'armée pour assurer la défense de l'ensemble du territoire. Moi, je suis très optimiste, comme nous l'avons tous constaté. C'est un plan d'action qui est très optimiste, qui est volontariste aussi, mais qui est pragmatique aussi. Et je pense que si chacun de nous conjuguons nos efforts, nous allons pouvoir arriver très bientôt à créer les conditions d'une sécurité acceptable, d'une sécurité qui permet à l'ensemble des Maliens de pouvoir vaguer à leurs occupations dans les conditions sereines. Mais déjà, vous l'avez si bien dit, il y a des efforts qui sont consentis. Les grandes villes et les territoires, il n'y a pas d'action directe. Ce qui se passe, ce sont des actions, comment on peut l'appeler, des actions solitaires qui sont portées ça et là, ou bien des actions sur les axes routiers. Bon, ça, nous allons intégrer cette dimension et faire avec, et cela ne peut pas constituer aussi un frein pour pouvoir mener à bien la barque qui est la barque du Mali. D'accord. Monsieur Yattara, les Maliens attendent beaucoup les autorités sur la question de la sécurité. Ok. Moi, je dirais en réalité que la défense et la sécurité ont été présentées hier, mais en lisant entre les lignes, on sent que la sécurité et la défense en réalité ne dépendent pas du Premier ministre. Comprenez, il l'a présenté pour la forme, mais en réalité, la défense et la sécurité sont gérées autrement et ailleurs. Mais le gouvernement est un tout. Je viens. Comprenez. Et c'est comme il a pratiquement occulté l'aspect paix quand il présentait son plan d'action gouvernemental. Ça veut dire que la sécurité et la paix en réalité ne relèvent pas trop de son ressort. Vous savez, en réalité, le directeur a dit que le pays est sécurisé. Moi, je dirais tout à fait que peut-être pas à 100%. La sécurité se limite au niveau des capitales régionales, des cercles, mais généralement entre les arrondissements et les villages, c'est problématique. Et cela, c'est un peu sur toute l'étendue du territoire. Oui. Comprenez. Et en tant que directeur de collectivité territoriale, il n'est pas sans savoir qu'on a à peu près plus de 1000 écoles fermées et pour raison d'insécurité. Comprenez. Donc, je suis tout à fait pour renforcer la sécurité et la défense, mais cette guerre estimatique qui nous a imposée depuis 2015, parce qu'en réalité, depuis 2015, la guerre a changé de forme. On était avec la rébellion en 2012, je crois qu'à partir de 2015, nous sommes dans une guerre asymétrique jusqu'à présent, ce qui fait que la forme de la guerre a été changée. Mais la présence déjà de l'État, le maillage là, c'est très important. Non, je l'ai dit, nous sommes les 19 régions de district sont sécurisées.
Peut-être sur les 156 cercles, on peut dire que jusqu'à 147 sont sécurisés. 159 cercles, donc on peut jusqu'à près de 150 sont sécurisés, pas tous les cercles. Mais au niveau des arrondissements et des villages, c'est problématique. Tout le monde le sait. Il ne faut pas qu'on se cache la face. Et je ne sais pas pourquoi on n'a pas intégré dans ce plan d'action les conclusions du dialogue intermalien qui, dans sa thématique paix et sécurité, avait exigé non seulement de dialoguer avec les mouvements armés, mais aussi d'engager un dialogue doctrinal avec les djihadistes. Ça, on l'occulte. Vous comprenez? C'est pour cela que je dis que, je pense que ça, là où on est aujourd'hui, forcément, on ne peut pas vaincre cette insécurité-là uniquement par les armes. Forcément, je ne dis pas qu'à 100% par les armes, mais il faut à un moment donné négocier. Négocier. Et le dialogue intermalien a compris. Et peut-être, je ne suis pas dans le secret de Dieu pour savoir maintenant le contenu de la future charte de la paix qui nous sera présentée très prochainement. Sûrement. Il y a à négocier, mais il faut que la justice se passe. Non, forcément. On ne peut pas. Je ne dis pas qu'il ne doit pas avoir justice. Mais forcément, il faut négocier à un certain moment donné. Il faut négocier à un certain moment donné. Et regardez Boni. Ce n'est pas la négociation qu'on a pu libérer Boni, était bloqué depuis combien d'années? Ce n'est pas la négociation qu'on a pu libérer Boni et de ce fait la route d'Ouazangawo. Comprenez, on n'a pas pris des armes pour libérer Boni, pour lever le blocus de Boni. Ce n'est pas des négociations. Bon, je parle de ces sortes de négociations-là. Vous comprenez, il faut à un certain moment donné négocier. On ne peut pas tout mettre, on ne peut pas sécuriser le pays à 100% par les armes. L'armée a déjà fait ce qu'elle pouvait faire. Je crois. Et Yamsa l'a dit, et je le rejoins, il dit que le but final d'une guerre, c'est toujours la recherche de la paix. Ça, c'est l'objectif politique d'une guerre, c'est la paix. Yamsa Kamara l'a dit. Et pour pouvoir la paix, forcément, il faut forcément négocier. Aujourd'hui, il faut intégrer forcément le paramètre de négociation dans les éléments on a compris votre point de vue, M. Aydara. M. Aydara. Donc, le premier axe extrêmement important est la défense, la sécurité. En tant qu'expert statisticien, aujourd'hui, quel regard avez-vous sur la sécurité au Mali? Pour rebondir sur les propos de Yattara, en réalité, quand vous regardez le contenu du PAG, vous remarquez quand même qu'il y a une nouvelle doctrine qui vient se rajouter à la doctrine militaire. Ce qu'il dit en réalité, en disant qu'il faut négocier ou pas, bon, moi mes positions sont connues sur ce sujet, il ne faut pas négocier. Par contre, dire que la compréhension du gouvernement, ou en tout cas de l'État du Mali, c'est le tout militaire, je ne pense pas. La preuve, je vais citer des éléments du PAG qui démontrent qu'il y a une nouvelle doctrine, il y a une nouvelle approche qui vient se rajouter, que le Mali commence à mettre en place. Je vais donner quelques exemples. Allez-y. Il y a la mise en place d'un centre de désendoctrinement à Gao, Ségou, San et Mopti. Donc ça, c'est des dispositifs qu'on met en place pour éviter que les jeunes soient endoctrinés. Ça, c'est pas le militaire, ça. C'est pas fini. Quand on parle de négocier, d'échanger, de dialoguer, en réalité, la forme de négociation que les gens veulent, cette forme ne peut pas se faire tant qu'on est en position de force. Par contre, quand on dit qu'il y a 34 000 ex-combattants à intégrer, c'est une forme de négociation. Ça participe à l'apaisement quand même. C'est une forme de négociation, mais on ne négocie pas avec un leader et un chef. On dialogue, on donne la possibilité à des gens qui veulent laisser les armes de revenir, de les insérer au sein de la société. C'est une forme, je ne dis pas de négociation, c'est un dialogue. C'est un axe, 34 000 personnes. Vous savez, il y a combien de militaires dans l'armée malienne? C'est à peu près les mêmes grandeurs, sinon un peu plus. Donc, c'est assez conséquent. Ce 34 000 là, c'est un historique qui est là, mais il y a de nouveaux combattants qui se rajoutent. Tout ça, ce n'est pas des mesures militaires. Et puis d'ailleurs, il y a aussi la mise en place d'un dialogue inter- et intra-religieux. On parle de la mise en œuvre de plus de 1000 prêches et sermons, respectant des protocoles, on va mettre à jour aussi, on va essayer d'encadrer avec des mesures, ce genre de choses. Ça, ce n'est pas du tout sécuritaire. Et par rapport à Boni, j'aimerais lui rappeler quand même une chose.
Moi, je pense qu'on ne va pas revenir juste dans le détail de Boni. Je clarifie un élément important pour qu'on puisse comprendre. Mais il faut se voulez pas. Les gens pensent que on est en train de juste faire la guerre alors qu'il y a des mécanismes. Seulement la forme que certains souhaitent, ce n'est pas la forme qui est en cours. Prenons l'exemple de Boni. En réalité, il y a des situations complexes. Quand c'est pas parce que l'armée n'est pas en capacité de débloquer la situation de Boni. C'est réalité aussi quoi. Non, c'est qu'en réalité, des fois, c'est pas des soi-disant djihadistes, c'est pas des djihadistes qui sont en proie avec la population qui les bloque. Des fois, c'est plusieurs communautés locales qui sont dans des conflits. Ça ne se règle pas avec la force armée. L'armée ne peut pas aller intervenir directement dans ça, même si l'armée intervient, répare les conflits, les différends entre les populations. Le cas de Boni, c'était des différends qui existaient. Donc, l'État met les canaux pour que les populations puissent s'entendre, mais ça n'a rien à voir avec l'incapacité matérielle, militaire, d'aller déloger des gens qui prennent en otage une population. Ça, c'est pas ce qui se passe en réalité. Ouais. À chaque fois que vous entendez parler de négociations, c'est qu'il y a plusieurs Maliens qui sont en face sous des problèmes complexes. Ça se règle forcément par des discussions. Okay. Donc, Madame Samaké, avec la sécurité, elle est très importante, mais très souvent, vous voyez que souvent le gouvernement aussi met en place des plans, mais souvent l'exécution, souvent il y a des facteurs qui viennent après, qui freinent souvent l'application de ces axes-là. Donc, selon vous, la façon dont le Premier ministre a bien détaillé, quand nous prenons le premier axe, la sécurité et la défense, selon vous, pensez-vous vraiment, en appliquant ça en intégralité, le Mali sera vraiment apaisé? Oui, je pense que par rapport justement à cet axe-là, en matière de paix et de sécurité, les actions qui ont été développées sont des actions qui forcément concourent à un retour à une paix, à une stabilité normale dans nos communautés. Ça c'est clair, ça va concourir et je pense que mes co-débatteurs l'ont dit, c'est que justement ce plan-là est en cours depuis très longtemps. Et je pense aussi le fait déjà d'avoir un ministère en charge de la réconciliation aussi, ce qui est sûr, ce ministère-là ne va pas chômer parce que justement il s'agit de faire en sorte qu'il y ait cette cohésion sociale à travers les voies et canaux nécessaires pour pouvoir justement endiguer la crise. Mais comme vous l'avez dit, par rapport justement à toutes ces questions d'applicabilité des initiatives, c'est vrai que ça pose souvent problème au Mali. Souvent, il y a une déconnexion totale entre ce qui est dit dans le texte et ce qui s'applique sur le terrain. Et en même temps, souvent, il y a des facteurs extérieurs qui viennent. Et puis, en même temps aussi, souvent, il y a des annonces qui sont faites et qui sont de nature justement à être une solution à la situation, mais la façon dont ces actions-là sont exécutées sur le terrain laisse souvent à désirer. Et on se demande avec ce genre de choses, est-ce qu'on va arriver justement à trouver la solution? Parce que les annonces, elles sont bonnes. Et les initiatives qui ont été prises dans l'axe 1 aussi, c'est des belles initiatives qui vont certainement aider à faire en sorte qu'il y ait cette stabilité. Je pense que le gouvernement doit mettre l'accent sur justement non seulement l'exécution efficace des initiatives qui ont été quand même annoncées, mais en même temps veiller aussi à l'efficacité, à la transparence dans la gestion de ces initiatives-là. Mais en même temps, je pense que ce qui serait peut-être important aussi, et que je n'ai pas vu aussi dans ce axe-là, c'est le fait que, par exemple, on n'a pas mis la population au cœur de la lutte contre le terrorisme. Alors qu'on sait que dans les autres États où on est parvenu quand même à lutter contre le terrorisme, la population a été mise au cœur de la lutte contre le terrorisme. Je pense qu'il n'y a pas d'antagonisme entre le fait que chaque a une responsabilité dans... Voilà. C'est clair, même dans la Constitution, c'est dit quand on est dans de telles situations. C'est pour ça que j'aurais souhaité que ça transparaisse justement, où les choses sont assez claires dans ce plan d'action-là. Et je pense que, par exemple, la question de l'engagement citoyen vis-à-vis de la lutte contre le terrorisme déjà permet aux populations
de se sentir en sécurité, mais en même temps de se sentir redevable vis-à-vis du gouvernement. Je pense que l'objectif, c'est ça. Sinon, en réalité, en mettant les gens ensemble, il n'y a pas d'antagonisme entre le fait qu'il y ait tout militaire et qu'il y ait des négociations. Les deux se complètent en réalité. Mais ce qui est important dans tout ça, c'est que le terrorisme n'est pas une guerre comme les autres. Oui. C'est une guerre où, par exemple, les terroristes ne sont pas forcément des personnes qui, en réalité, ne sont pas, sont connues du grand public. Et c'est des personnes souvent qui se mélangent à la population. Et souvent, si on essaye d'appliquer le tout militaire, on se rend compte qu'on peut même tuer nos propres populations. Et ce n'est pas le but recherché. Et cela va encore peut-être soulever d'autres crises. Donc je pense que par rapport à ces axes-là, le plus important, c'est l'application efficace et efficiente des initiatives qui ont été en tout cas annoncées, mais de permettre également à ce que la population aussi puisse participer à cette lutte-là. Et je ne dirais pas que la population est exclue, mais je dirais simplement que ce soit marqué par le gouvernement. Ça donne aussi du courage à la population de s'engager et que les mécanismes aussi soient mis en place pour que justement cette population-là puisse en toute sécurité, par exemple, dénoncer des terroristes ou d'éventuels actes terroristes ou en tout cas des préparations d'actes de terrorisme. Nous parcourons les villages et souvent ces gens sont très redoutés. Sur la dénonciation quand même. Dénonciation et l'autre chose aussi que je voulais ajouter, c'est le fait que par exemple avec cette crise qui n'a fait que trop durer, il y a beaucoup d'initiatives locales en matière d'autodéfense par exemple. Cette question aussi n'a pas été annoncée. Je ne sais pas si c'est une stratégie militaire que de ne pas l'annoncer. Cela soit bien encadré par l'État. Encadré, mais bon, je dirais, on va dire les spécialistes, les experts de la défense savent mieux comment intégrer tout ça. Mais c'est un tout, parce que c'est quand même des Maliens qui ont quand même une certaine connaissance de leur territoire et qui peuvent aussi aider. Donc, je pense que ça pourrait éventuellement aider à ramener la stabilité. D'accord, très rapidement. Monsieur Yatra avait parlé qu'il n'y a pas que les armes dans la résolution d'un conflit, mais vous, en tant que juriste, mais négociation d'accord, mais il faut que la justice passe. Sinon, si on négocie comme ça, il y a eu des crimes qui ont été faits par d'autres. Bon, non, en fait, moi, je ne suis même pas pour la négociation, à vrai dire. Je suis contre parce que, en fait, ce que je pense de ces situations-là, une fois qu'on met sur la même table de négociation un acteur terroriste et un gouvernement qui est élu, qui a une légitimité, c'est comme si ces deux sont sur le même pied d'égalité, on les traite sur le même pied d'égalité. Et ça fait pousser des ailes, justement, à ces personnes-là. Et je pense que le fait que la communauté internationale, souvent, nous pousse à aller vers ça, en réalité, il ne coûtait rien à la communauté internationale, par exemple, de criminaliser les actes terroristes. Et la communauté ne l'a pas fait. Et si cela n'est pas fait, il ne faut pas qu'on demande à nos États, parce que justement, dans ces pays-là, eux, ils ne négocient pas. Et ils donnent une qualification justement à ces personnes-là et on les neutralise et tout le monde est d'accord. Donc je pense que justement ces questions de négociation, la négociation n'intervient que quand... souvent qui vont neutraliser la négociation n'intervient que quand par exemple il y a des problèmes profonds entre des communautés où peut-être l'État n'a pas quand même pu résoudre à temps et que finalement ça s'est enlisé et que finalement il va falloir mettre ces communautés-là dans un espace où il y aura une concertation pour savoir. Justement, mais encore faudrait-il qu'on puisse distinguer les terroristes de ces personnes-là et que ces personnes n'aient des affiliations avec des mouvements terroristes, par exemple. Merci, Madame Yatra. Juste 10 secondes. On va sortir de la sécurité. Tout à fait. Oui. Il faut que je précise à M. Hedera que Boni était sous embargo par le Chinim. Ce n'est pas de conflit intracommunautaire. C'était un nouveau, Boni était en blocus par rapport aux gens. Deuxièmement, quand tu parles de 34 000 combattants, les combattants des ex-mouvements armés, ça ne concerne pas les djihadistes, c'est les combattants des ex-mouvements armés. Je les considère comme des terroristes. Non, pas du tout. C'est pas la même chose. Je vous en prie, c'est pas du tout la même chose. La prêche dont vous parlez, il s'agit d'encadrer les prêches, vous comprenez. Et je crois qu'il faut qu'on fasse énormément attention. Et on a par le passé négocié avec des djihadistes pour libérer des otages. Ça s'est fait ici. Je crée juste le cas de Soumaïla Cissé, fait paix à son âme et ses compagnons. Et je prends d'autres otages aussi. Il a fait des négociations avec les terroristes pour pouvoir les libérer.
J'ai dit que mettre tout sur le poids de la guerre ne va pas finir cette crise multidimensionnelle que nous connaissons depuis. Mais la forme du terrorisme aussi a changé. Forcément, il faut le dire. Mais forcément, à un certain moment donné, il va falloir négocier. Il est là, c'est le directeur général de la collectivité territoriale. Il sait que plus d'une centaine de villages ont été obligés de signer des pactes avec les djihadistes pour avoir la paix. Vous comprenez? Donc forcément, il faut intégrer le paramètre de négociation dans nos éléments aujourd'hui pour pouvoir sortir de cette crise. Monsieur Yatara tient beaucoup à la négociation. On va sortir de la sécurité. Je voudrais juste faire peut-être une petite précision. C'est très important parce qu'on discute, on vient des horizons différents et souvent c'est un peu, on n'a pas la même perception des sujets. Non, je voudrais juste dire que sur le principe, en parlant de la pertinence ou de l'effectivité du plan d'action, je crois qu'il n'y a vraiment pas de problème. Le plan d'action qui est là, c'est un plan d'action à un niveau stratégique. Chaque département va décliner la partie qui les concerne en plan d'action annuel. Et ces plans d'action vont être plus élaborés, vont être plus précisés et les mécanismes pour arriver à mettre en œuvre les activités vont être aussi déclinés et précisés. Donc il y a des précisions ici que vous ne pouvez pas avoir dans le plan d'action, parce que c'est quand même un document qui centralise les données de tous les départements ministériels. Donc on ne peut pas rentrer, si on rentre dans le détail, ça risque d'être un document qui n'est presque même inexploitable. Donc le Premier ministre a fait une synthèse qu'il a présentée et qui donne des grandes orientations, des grandes lignes et la direction. Deuxième point sur lequel je voudrais insister rapidement, sans rentrer dans les détails, je pense que faisons attention sur les terminologies. Parce que si nous sommes sur un plateau, si on ne fait pas attention avec la terminologie, nous allons créer la confusion dans la tête de nos auditeurs. Ce n'est pas des djihadistes. Les djihadistes sont tous des djihadistes, si c'est le cas. Mais ce sont des terroristes. Donc les termes comptent beaucoup. Les termes comptent beaucoup. Parce que quand vous dites à quelqu'un aussi aujourd'hui qu'il est djihadiste, bon, ça peut être pris positivement. Mais c'est le ton de terroristes. Ils n'ont pas d'ambition, ils n'ont pas de vision, ils n'ont pas de plan. Ils n'ont que cette ambition seulement de détruire. Ça, ce sont des terroristes. Donc, il n'y a pas de... Je ne vois pas un État qui a eu à négocier avec des terroristes. Ce n'est même pas des Maliens. Ce n'est même pas des Maliens. Ils embobinent nos enfants. Ils embobinent nos frères. Mais les vrais qui sont autour de cette action, mais on va négocier avec qui? Personne. Ceci dit, il y a des mécanismes aujourd'hui au niveau des différents ministères, et particulièrement le ministère de la Réconciliation et de la Paix, qui permettent à ceux qui sont en rupture de banc avec l'État de s'insérer, de revenir à la légalité. Mais tous les jours, c'est que vous ne savez pas, mais nous le savons, tous les jours, des individus qui sont en rupture de banc avec l'État se rendent compte qu'ils sont dans l'erreur, ils reviennent. Et quand ils reviennent, ils sont reçus. Ils sont accompagnés, on les désarme et après on trouve les mécanismes de les aider à s'insérer dans le tissu économique. Tant que cela est possible. Merci M. Si. Donc on va glisser vers les besoins fondamentaux de la population, très important aussi. Donc avec ce plan d'action du gouvernement bien détaillé, si c'est appliqué à la lettre, pensez-vous que vraiment les besoins fondamentaux des Maliens seront assurés? Je suis convaincu, prenons seulement un exemple. Moi, je parle seulement des postulats et des ambitions. Dans le plan d'action, le gouvernement entend, d'ici 2025-2026, arriver à 11 millions de tonnes de céréales. Cela en dit long. Nous avons un potentiel d'environ 40 millions d'hectares au Mali aujourd'hui. Nous sommes un pays essentiellement à vocation agricole. Et quand on voit les actions qui sont précisées, ce sont des actions qui doivent contribuer à renforcer la productivité, à renforcer nos efforts dans le domaine où nous sommes compétitifs. Et la finalité, c'est donner les conditions aux Maliens d'avoir accès aux ressources dont nous avons besoin, notamment les céréales, les riz, la sécurité alimentaire et peut-être même à terme la souveraineté alimentaire. L'énergie aussi. Bien sûr, l'énergie, il n'y a pas que l'énergie, il y a aussi la santé, il y a aussi l'éducation. Je crois que c'est un ensemble. Et quand vous voyez ce qui est programmé, ce n'est pas des ambitions, c'est des chiffres. On parle du nombre de centres de santé qui doivent être construits, le nombre de cliniques qui doivent être réalisées, le nombre de centres voltaïques photovoltaïques qui doivent être réalisés pour contribuer à améliorer
notre capacité en énergie, notre capacité en éducation, notre capacité en agriculture et notre capacité en élevage et la pêche. Donc ce sont des actions concrètes qui sont mesurables, mais nous devons espérer que chacun de nous, au-delà de nos contingences et de nos divergences, que nous puissions avoir au moins un cadre légal, mais surtout une ambition commune. Parce que nous n'avons qu'un seul pays, et ces pays, nous devons tous contribuer à faire en sorte qu'il puisse être un pays émergent. Merci. Et M. Aidara, même très souvent, le président de la transition parle beaucoup de la résilience des Maliens. Donc avec les besoins fondamentaux de la population aussi, les Maliens attendent beaucoup du gouvernement. Donc le Premier ministre a très bien détaillé. Avez-vous un espoir dans un moyen ou court terme, vraiment la satisfaction de ces besoins fondamentaux de la population malienne? Alors, par rapport aux besoins fondamentaux de la population malienne, avant même de rentrer dans le PAG, il convient quand même de resituer les choses dans leur contexte. Nous sommes un pays qui est en guerre. Nous sommes en économie de guerre, sans le dire officiellement, depuis plusieurs années. Donc, dans cette logique, un PAG dans ce contexte, c'est d'abord pour amortir un certain nombre de situations, pour alléger un certain nombre de situations, parce qu'il y a l'effort qui est essentiellement concentré sur la sécurisation. Donc, dans ce sens-là, on voit des mesures qui constituent à tenir. Donc, il y a certains Maliens qui peuvent se dire, ah, on n'a pas vu tel projet de route, on n'a pas vu tel sujet, etc. Bon, chacun a l'effort de guerre est lourd. L'effort de guerre est assez lourd. Et cet effort de guerre, il faut que les Maliens comprennent que elle s'impose à nous. Si ce n'est pas aujourd'hui, on sera obligé de le faire demain. Ou sinon, ça sera la disparition du pays à long terme. Dans le monde dans lequel on avance, avec la géopolitique actuelle, vous avez vu tout ce qui se passe. Un État sans un instrument de défense assez fort, tout ne tient pas. Vous ne serez même pas capable d'être souverain, c'est-à-dire d'appliquer ce que vous voulez parce que des gens vont vous l'imposer avec le terrorisme international, avec les mouvements rebelles. Maintenant, pour revenir au PAG, les besoins des Maliens, forcément, c'est l'énergie. L'énergie, c'est pas je veux regarder la télé à la maison seulement. C'est pas je veux dormir sous clim. C'est la production aussi. C'est la production. Toute activité de création de richesse nécessite de l'énergie. De l'énergie humaine, un appareil. Un soudeur a besoin d'un appareil, mais même dans le studio ici, les caméras de micro, c'est donc c'est le moteur même de l'économie. Et donc, il y a des ambitions fortes qui ont été annoncées quand même à ce niveau. Le passage de 6h à 19h en moyenne par jour de fourniture d'électricité, même si certains endroits sont déjà à plus de 6 heures. Certains endroits sont à 19h, 20h. Bon, il y a des disparités selon les endroits, mais il y a une ambition d'élever cette moyenne nationale à 19h, ce qui est une très bonne chose, très attendue de la part des Maliens. Et sur le domaine agricole, il y a une annonce d'équiper 380 exploitants agricoles. Donc, comme il l'a dit, c'est au niveau stratégique, les modalités d'attribution, quel type d'exploitation agricole, quel type de culture sont visées, sûrement que ça sera décliné un peu plus tard. Il y a la réserve stratégique alimentaire. Vous savez, chaque État a des réserves stratégiques alimentaires qui sont utilisées dans les moments difficiles pour soulager, etc. Ces réserves souvent même se retrouvent sur le marché pour que l'État puisse soulager quand il y a des difficultés des embargos. À un prix supportable. Avec les difficultés qu'on a connues, ces réserves-là avaient beaucoup baissé. Donc il y a une volonté de les reconstituer à hauteur de 84 000 tonnes. Donc ça, c'est des choses assez importantes. Et puis, bon, il y a vous savez, il y a les déplacés de guerre, etc. Il y a des distributions de banques alimentaires à hauteur de 17 000 tonnes. Comme je dis, c'est essentiellement des mesures. Souvent, ces trucs-là, ça force un peu les prévisions, quoi. C'est ça, exactement. Pour atténuer la situation de nos populations. Mais en tout cas, les besoins sont divers. Mais je pense qu'on n'est pas en mesure, dans le contexte actuel, d'annoncer des grands projets. Même s'il y a quand même, comme je l'ai dit au début, il y a des études qui sont faites sur la mobilité. Mais ce n'est pas pour revenir sur le sujet de la sécurité, mais la question des 9000 agents sur les axes routiers. En réalité, nos autorités se sont rendues compte que
les grandes difficultés maintenant qui commencent à être exposées, pas moins qu'avant-hier, j'ai de la famille qui a quitté Gao jusqu'à Bamako. Donc, c'est pas, ils peuvent passer, mais ils sont obligés d'être escortés par l'armée, d'être sécurisés. Donc, bon, comme on ne le fait pas véhicule par véhicule, ça prend énormément de temps, on rassemble les gens. Donc, c'est vraiment cette capacité à se déplacer sur le territoire. Et le fait d'avoir dédié 9000 agents, c'est-à-dire que le problème sera traité. A priori, il y aura des directions d'axes, il y aura des entités qui vont être créées, des directoires pour piloter ce qui va se passer au niveau de chaque axe. Et les agents seront répartis en fonction des priorités. Je pense que ça, c'est un élément important. Les populations vraiment demandent à vaquer à leur occupation. Parce que pour faire de l'activité économique, il faut quand même pouvoir se déplacer. D'accord. Merci, M. Edra. Madame Samake, avec les besoins fondamentaux de la population, comment ils sont nombreux. Vous, en tant que femme, le panel de l'aménageur aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Il y a la santé, il y a l'éducation, il y a beaucoup de choses. Donc, avec vraiment ce plan détaillé, pensez-vous réellement que l'espoir suscité va venir? Oui, je pense que, en tout cas, par rapport à toutes les actions qui ont été annoncées ici, on se rend compte que ça concourt à la satisfaction des besoins essentiels de la population. J'ai surtout aimé le passage sur la professionnalisation, par exemple, des agents administratifs et ainsi que la gouvernance, l'amélioration de la gouvernance administrative, qui est quand même un besoin urgent pour la population, c'est-à-dire la célérité des services publics, tout ce qui est lié même à l'accès à certains documents administratifs, et ainsi que même... Très important parce que la lourdeur administrative au Mali, ça fatigue. Et puis même les conditions d'accueil. Souvent, on se demande si ces personnes-là ont été recrutées pour rendre service aux populations ou si c'est pour se rendre service à eux-mêmes. Donc, en fait, ces actions-là, de mon point de vue, permettront quand même une certaine une gestion plus efficace de l'administration, notamment en termes de recrutement de nouveaux agents, en termes de renforcement des capacités des agents existants, en termes aussi de digitalisation. Parce que, en fait, la digitalisation, ça va avec l'énergie. Sans énergie, je pense qu'on ne peut même pas parler de digitalisation. Donc, le fait de l'avoir annoncé déjà en disant que des efforts seront faits sur le plan énergétique et ensuite de moderniser l'administration publique, je pense que cela va de pair. Et je pense, par exemple, aux agents qui sont dans les confins des villages et des cercles, qui peut-être peuvent être confrontés à des ruptures d'électricité. On sait très bien aujourd'hui, par exemple, quand vous vous rendez à Tombouctou ou à Gao, vous n'avez même pas le même débit de connexion que vous avez au Mali. Et souvent, c'est lié non seulement à l'énergie, mais aussi aux conditions de connexion. Je pense qu'un effort doit être fait à ce niveau. Si on parle de digitalisation, je me dis que les moyens seront mis en place, les moyens seront en tout cas prêts pour pouvoir justement arriver à cela. Maintenant, par rapport au panier de la ménagère, je pense que la question liée par exemple à l'alimentation, qui a été traité dans le plan d'action, va concourir justement, si on arrive justement à réduire le coût de la consommation. Est-ce que vous savez, par exemple, au Mali, souvent, certaines grandes entreprises vont en faillite uniquement parce que leur production n'est pas écoulée sur le marché pendant que le pays importe et que souvent même c'est subventionné. Alors, qu'est-ce qui est fait? Quelle est notre stratégie nationale de consommation au niveau local? Ensuite, faire venir d'autres personnes. Je pense que cela va aider. Et pourquoi cela se fait? Parce que peut-être il y a une différence de, je sais pas, de quelques francs entre ce qui est importé de loin, qui est moins cher que ce qui est sur place. Donc, qu'est-ce qui est fait à ce niveau-là? Parce que c'est ça qui va concourir justement à donner de l'emploi à nos populations et à consommer local. Il faut protéger les productions nationales. Voilà, en matière d'alimentation aussi, il y a un gros travail à faire. Ce n'est pas uniquement les produits manufacturés qui doivent être, en tout cas, je vais dire, comment on appelle ça,
c'est pas seulement les produits manufacturés qu'on doit contrôler. Je pense que les produits qui sont consommés au quotidien par les populations, qui sont peut-être source de maladies, qui sont source d'autres dommages, les conditions même et l'environnement même qui entoure justement la production, je pense que cela doit aider justement à... Donc les productions doivent être de qualité. Voilà. Maintenant, toujours par rapport au panier de la ménagère, ce n'est pas uniquement l'alimentation. Vous avez parlé de la santé qui est quand même traitée dans l'éducation aussi. L'éducation également. Je pense qu'en termes, peut-être qu'il faut voir ça en termes d'accessibilité du coût lié justement à ces services-là. Parce que les services sociaux de base, en tout cas par rapport à l'alimentation, la santé, l'éducation, c'est les besoins de base qui ne sont pas du tout négociables parce qu'on en a besoin pratiquement. C'est le quotidien. C'est le quotidien. Et pour que justement une masse critique de la population puisse avoir accès à ça, il va falloir également penser au coût que cela engrange. Donc cela va certainement quand même amener le gouvernement à adopter d'autres réformes. Mais aussi, je pense souvent, on ne valorise pas tellement notre propre expertise nationale en matière de santé, en matière d'éducation. Quand vous regardez par exemple les questions liées à l'éducation, le taux d'alphabétisation est calculé en fonction justement de l'éducation moderne. Oui. Alors qu'on sait qu'il y a les médersa, il y a l'école coranique et autres. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? J'imagine que les États généraux de l'éducation ont quand même fait des propositions dans ce sens. En matière de santé, c'est la même chose. Tout ce qui est quand même, on va dire, thérapie traditionnelle, qui est beaucoup plus accessible pour la population et qui permet justement à cette population de se soigner moins cher. En plus, justement, c'est comme ça se fait en Chine. Hein. Vous allez dans un hôpital, vous avez en même temps, vous pouvez aller sur le plan moderne où vous pouvez décider de faire, mais c'est encadré pour éviter des excès, pour aussi sauvegarder la santé publique. D'accord. Merci madame. Le technicien déjà nous fait signe. Déjà madame, avec tout ce plan-là, on n'a pas pris les axes un à un, mais au cours des débats, vraiment nous avons tout touché. Vraiment, est-ce que vous pouvez dire votre dernier mot vraiment sur ce plan d'action gouvernemental? Moi, je dirais que ce plan d'action est un plan ambitieux, comme je l'ai dit au départ, et je trouve que c'est très très courageux, c'est stratégique, en tout cas pour le gouvernement. Et je me dis que si on arrive vraiment à mettre en œuvre efficacement la mise en œuvre, très important. La mise en œuvre vraiment effective justement de ce plan d'action, je pense que ça peut nous aider. Comme si ce n'est que sur une année, peut-être l'année prochaine, on va avoir d'autres perspectives, notamment en termes d'industrialisation, qui va quand même aider plus. Merci beaucoup. Monsieur Yatara, donc le technicien Dao nous fait signe déjà. Est-ce que vous pouvez terminer sur le plan de façon globale? Oui. On ne va pas répondre sur une question. Non, pas du tout. J'aimerais, en fait, s'il y a un axe sur lequel je suis parfaitement d'accord, c'est bien la satisfaction des besoins fondamentaux. Mais j'ai dit, c'est quelque chose qu'on avait déjà entamé avant de passer devant le CNT. Le Premier ministre avait reçu le secteur privé et beaucoup de mesures avaient été prises pour pouvoir vraiment aller dans ce sens-là. Je retiens trois mesures fondamentales, à savoir la diminution des coûts de transport, l'allègement des conditions bancaires surtout, et sur la suspension aussi de la TVA sur certains produits. Mais je constate qu'on doit importer 300 000 tonnes de riz et 200 000 tonnes de sucre. Moi, je crois qu'il va falloir qu'on aille vers une réforme en profondeur de l'agriculture avec grand A. Je crois qu'à ce niveau-là... Donc vous parlez donc des productions nationales. Non, Assim l'a dit dans son discours à la nation. Il faut désormais partir vers une société de production. Le Mali est une société de consommation. Assim l'a dit dans son discours à la nation. Allons-y vers une société de production. Et dans ce cas, on doit entamer une réforme en profondeur de l'agriculture avec grand A. Vous savez, le fait du Niger a été conçu avec la possibilité d'irriguer 1 million d'hectares. Mais aujourd'hui, on n'est pas encore jusqu'à 300 000 hectares au niveau de l'office du Niger. Vous savez, donc quel gâchis à ce moment. Même par rapport à la quantité de sucre que nous importons avec Doukabou et Sirbala, si on mène vers une réforme en profondeur de ces deux usines-là, je pense que les actions sont en cours. Voilà. Permettez-moi aussi de dire qu'on a dit
peut-être des milliers de jeunes par rapport au stage de qualification, des milliers de jeunes par rapport au stage professionnel. Moi, je crois qu'il va falloir qu'on réforme réellement la formation professionnelle. C'est le problème, c'est à ce niveau. C'est pas la peine de donner des stages de qualification, des stages de formation professionnelle aux jeunes. Allons-y vers la réforme. Mais c'est très important aussi. Non, les schémas directeurs de formation professionnelle ont été réalisés. Moi-même, il faut aller en profondeur. Moi-même, mon cabinet a réalisé pour Gao, mon cabinet a réalisé pour Sikasso et a finalisé pour le district de Bamako. Les résultats sont là. Formation, il faut aller vers une réforme de la formation professionnelle. Nous avons une formation professionnelle qui est uniquement basée en réalité sur le secteur tertiaire, banques, commerce, et secrétariat, tout. Non, il faut des filières en relation avec les besoins prioritaires de l'économie, l'agriculture, l'élevage, la pêche, forcément. Tant qu'on ne réforme pas la formation professionnelle, on passera notre temps à donner des milliers de stages, des milliers aux jeunes, ça ne servira absolument à rien. Monsieur Aïdara, nous donnons votre mot de fin sur ce plan d'action du gouvernement. Le mot de fin, c'est rapidement en deux parties. Par rapport à la population, effectivement, on est dans un contexte difficile. Moi, en ce qui me concerne, je ne m'attendais pas à un PAG très avancé sur des réformes structurelles des secteurs lourds comme l'agriculture ou l'industrie, même s'il y a des sujets d'avancée là-dessus. Nous, ce que nous demandons et nous disons au gouvernement, ce n'est pas la première fois qu'il y a des PAG dans notre pays. La pratique se succède depuis longtemps. Dans un climat de défiance de la population vis-à-vis de la chose politique, il appartient à ce gouvernement de démontrer qu'ils sont dans une nouvelle manière de faire la politique. Et moi, j'apprécie la démarche qui consiste à chiffrer le PAG. Ils ont annoncé un chiffrage de 1600 milliards. Ils ont donné 75 indicateurs d'objectifs et 408 indicateurs d'activité. C'est-à-dire que tout ce qu'on vient de dire, c'est 24 objectifs, 72 actions, 311 activités. Ce que nous leur demandons, c'est que chaque ministère responsable d'attribuer des responsables sur chacun de ces indicateurs, que chaque mois, qu'on fasse un compte rendu dans les Malitas, une évaluation, qu'on explique de manière transparente dans le pays, qu'on ait des ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait. Je pense que les Maliens sont résilients, ils sont à même de comprendre les difficultés, mais ne faites pas des promesses que vous ne savez pas, que vous ne pouvez pas tenir. C'est dans le PAG du PM. Et nous espérons qu'il y aura une communication forte, que le discours ne s'arrête pas là, qu'on ne se redonne pas rendez-vous dans 1 an pour un nouveau PAG, qui est les Malitasira, on veut en avoir tous les jours, pour expliquer aux gens comment ça avance. Merci beaucoup. On sera à même d'accepter les difficultés si on comprend ce qui se passe. Merci Aïdara. Donc, M. Abdourahmane, on va terminer avec vous en tant que directeur général des collectivités territoriales. Il a dit il faut que le discours c'est bien, mais allons-y vers l'application, allons-y vers l'évaluation. Et il faut que tous ces points qui ont été évoqués par le Premier ministre là, il faut vraiment des comptes rendus comme l'a dit M. Aïdara. Votre mot de fin là-dessus? Non, le mot de fin, j'ai répondu seulement à ce qu'a dit M. Aïdara. Il disait que ce n'est pas la première fois qu'il y a un PAG, mais je voudrais dire que c'est quand même la première fois qu'un PAG qui a été présenté fasse l'objet d'un débat avant même qu'il ne soit adopté. C'est une dynamique de transparence. Habituellement, les PAG, ça passe devant l'Assemblée, les CNT, ça a adopté, il n'y a pas de débat en dehors d'aller chercher les documents. Mais là, le gouvernement a pris sur lui de descendre, d'aller expliquer de manière pédagogique, de créer un cadre de dialogue avec chacun de ceux qui sont ici sur cette table-là, critiques, mais des critiques constructives pour faire avancer ces questions-là. Je voulais juste dire, pour finir, que nous sommes sur la même dynamique. Je pense que de manière générale, à la fin de ce débat, nous sommes tous d'accord sur un fait, c'est un bon PAG. Nous sommes aussi d'accord sur un fait qu'il y a une dynamique aujourd'hui nouvelle et un changement adossé sur la transparence, la responsabilité et la redevabilité, qui ont été les mots de fin du discours de M. le Premier ministre, du Premier ministre, chef du gouvernement, lors de sa présentation. Et je suis sûr que cette ligne conductrice, cette ligne directrice va être partagée et nous viendrons vers vous et nous aurons fait les efforts de communication parce que c'est un devoir. Vraiment. Et ce devoir-là, nous l'assumons ensemble. Merci, M. Sissé. J'en prie. Chers téléspectateurs, c'était Regard croisé de ce soir. On avait comme invité M. Abdourahmane Sissé, directeur général des collectivités territoriales, Mme Samake Fatma Traoré, juriste. Merci, madame. Donc, M. Badi Aïdara, expert statisticien, et M. Abdallah Yatra, consultant et formateur. Donc, nous avons un peu grignoté sur le temps des sportifs. Bon, c'est pas grave. Donc, en réalisation aujourd'hui, on était avec Désiré Dako, Foussène Dao.
Dramane Koné, donc nous vous donnons rendez-vous pour un autre numéro de Regard Croisé. À très bientôt.